mondiale et d'autres partenariats au développement sont fiers d'appuyer le Sénégal dans sa trajectoire de développement vers l'émergence. La signature récente d'une nouvelle opération d'appui budgétaire de la Banque mondiale pour un montant de 300 millions de dollars pour appuyer le Sénégal dans la mise en œuvre de réformes qui visent à éradiquer durablement et équitablement l'accès aux soins de santé, à la protection sociale et aux opportunités économiques pour les femmes, à améliorer la gestion de la dette et la mobilisation des recettes fiscales et à stimuler l'accès au financement et la participation compétitive du secteur privé sénégalais dans le domaine du numérique et de l'énergie. L'objectif de ce financement, le deuxième d'une série de deux opérations de politique de développement, est de permettre une croissance équitable et durable en augmentant la résilience et la productivité des ménages et en renforçant l'utilisation transparente et durable des ressources productives et la gestion efficace de comptes fiscaux. La Banque mondiale accompagne également le Sénégal sur d'importants projets d'investissement de programmes basés sur le résultat de travaux analytiques et fournit aux besoins une assistance technique aux divers organismes de l'État. Un important point de travail sur les risques climatiques croissants auxquels le Sénégal est confronté et les moyens d'y faire face tout en réalisant son objectif de développement va être engagé avec le lancement prochain des travaux sur le rapport sur le développement et le climat. Mesdames et messieurs, ce rapport annuel sur la situation économique dont le lancement nous réunit aujourd'hui est le principal outil de suivi de l'activité économique que la Banque mondiale met à la disposition d'un large public dans tous les pays européens. L'édition de cette année a pour thème principal la lutte contre la pauvreté et la vulnérabilité. Sans anticiper sur la présentation de mes collègues ce matin, je voudrais indiquer quelques observations contenues dans le rapport. La croissance du pays reste résiliente malgré les crises multiples et les perspectives macroéconomiques sont favorables grâce notamment à l'exploitation et la commercialisation imminente des hydrocarbures. Toutefois, cette croissance se doit d'être plus inclusive afin de réduire le taux de pauvreté qui n'a pas baissé en 2022 et qui a même légèrement augmenté notamment à cause de l'inflation persistante. Enfin, le taux de vulnérabilité à la pauvreté qui représente le taux de ménages qui risquent de tomber dans la pauvreté à cause d'un choc constitue une notion importante pour la formulation de politiques publiques et but de la réduction de la pauvreté, notamment au niveau territorial. Ces points seront abordés en détail par mes collègues ici présents et nous comptons sur votre participation pour un excellent débat autour des questions qui seront abordées. J'espère que ce lancement d'emprise nos objectifs communs, qui nous y sortiront enrichissent et que les recommandations proposées puissent aider le pays dans ce quête continue d'un meilleur bien-être pour toute sa population. Merci beaucoup encore une fois pour être parmi nous ce matin et je les jette. Merci beaucoup, Madame Keiko Miwa, directeur des opérations de la Banque mondiale. Il est important de tenir compte du contexte économique mondial et régional. Selon le récent rapport de la Banque mondiale, les perspectives économiques mondiales, la croissance s'est nettement ralentie et le risque de tensions financières dans les économies de marché émergents
et en développement s'intensifier dans un contexte de taux d'entrée élevés. Notamment, la croissance mondiale devrait ralentir en 2023 pour passer à 2,1% contre 3,1% en 2022. C'est bon? Oui. La croissance de l'Afrique subsaharienne devrait encore reculer à 3,2% en 2023 avant de remonter à 3,9% à 2024. En raison de divers problèmes propres à chaque pays et de l'aggravation des perturbations économiques extérieures. Et la dégradation des perspectives s'étend en outre au-delà des principales économies régionales, car le coût élevé à la vie limite la consommation privée et le durcissement des politiques empêche la reprise de l'investissement dans de nombreux pays. Plus généralement, l'aggravation de vulnérabilité nationale, le réassessement des conditions financières mondiales et la faiblesse de la croissance mondiale devraient freiner la reprise. Ainsi, les perspectives de réduction de la pauvreté restent sombres, avec près de 40% de la population de l'Afrique subsaharienne vivant dans des pays où le revenu par habitant sera plus faible l'année prochaine qu'en 2019. En dépit de l'impact de la guerre en Ukraine sur le prix de matières premières et en pluviomètre défavorable, l'économie sénégalaise s'est avérée relativement résistante, avec une croissance du PIB estimée à environ 4,2% en 2022 et un pic d'inflation à 14,1% en novembre 2022. Les ménages à faible revenu ont été le plus durement touchés car ils consacraient plus de la moitié de leurs revenus aux dépenses alimentaires, ce qui les a amenés à réduire leur consommation et à substituer les aliments de bonne qualité et des aliments de qualité inférieure. Bien que les revenus des hydrocarbures devraient stimuler la croissance et la mobilisation de recettes pour aider à réduire le déficit budgétaire vers les critères de convergence de l'UMOA de 3% de PIB d'ici 2025. Les perspectives macroéconomiques sont sujettes à des fortes incertitudes et à des risques importants. Pour s'assurer que les revenus parviennent à la population, des recommandations politiques sont suggérées pour renforcer la résilience des ménages, en particulier face des chocs plus fréquents, y compris ceux liés au changement climatique. La présentation aujourd'hui décrit les principales conclusions de l'analyse de la Banque mondiale et expose des options politiques pour améliorer la variabilité budgétaire des dépenses publiques tout en créant des institutions abordables pour soutenir les plus vulnérables. Sur ces mots, je passe la parole à mes collègues pour une présentation du rapport en espérant plein succès aux discussions qui suivront. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. David Thomas, donc, qui est le chef de l'unité, qui a parlé de ces collègues qui vont bientôt présenter. Ces modèles de participation citoyenne sont des modèles probants
qui permettent d'influencer les politiques publiques à un niveau plus macro. Ces différentes plateformes sont souvent mises en place par la société civile, mais également par l'État, parce qu'elles contribuent à une meilleure prise en compte des préoccupations des communautés au niveau territorial. Nous notons par exemple que le Code général des collectivités territoriales a érigé la participation citoyenne comme un principe de gouvernance territoriale. Et nous pensons que l'État gagnerait à institutionnaliser ces cadres de participation conformément à ce code, parce que ce n'est pas encore le cas. Au niveau communautaire, l'appropriation de ces politiques reste faible. C'est la raison pour laquelle on trouve souvent ce qu'on appelle le terrain, des organisations telles que la nôtre qui essaient de rendre accessible aux communautés l'information, les connaissances, mais également de renforcer leurs capacités pour une meilleure participation citoyenne, tout simplement. Alors, on a plusieurs exemples. L'un qui frappe, en tout cas nous, qui nous intéresse beaucoup et qu'on aimerait partager avec vous, c'est la création du groupe multipartite du Comité national de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Pour nous, c'est un réel moyen d'assurer l'inclusion des parties prenantes et influencer la définition des politiques publiques. Parce qu'il faut savoir que les recommandations de l'ITIE ont fait l'objet d'un suivi particulier par l'État du Sénégal, pas seulement le secteur privé et la société civile. Et ces recommandations ont abouti à des réformes importantes dans le secteur extractif, par exemple la loi sur le contenu local, ou encore la loi sur la répartition des revenus, ou encore le décret sur les propriétés réelles ou bénéficiaires effectifs. Donc ce genre de cadre de concertation, d'échange et de renforcement mutuel sont pour nous des mécanismes à pérenniser. Je veux revenir un peu sur le ciblage des ménages qui bénéficient des filets sociaux et je profite de l'occasion pour parler d'un travail qui a été effectué entre l'État du Sénégal et les organisations de la société civile dans l'effort de faire converger la méthodologie du RNU et celle du Household Economic Analysis, parce qu'on n'arrive pas à trouver un terrain d'entente à ce niveau. Pourtant, il nous semble que si on veut réellement cibler correctement les ménages qui sont pauvres, celles qui sont vulnérables à la pauvreté, on a un grand intérêt à pouvoir faire coïncider les différentes méthodologies de ciblage, les déterminants d'inclusion et d'exclusion qui sont dans le registre national unique et que l'on peut trouver dans le HEA. Alors, seulement, il y a des difficultés à cela. On n'arrive pas à trouver un vase communicant entre le registre national unique pour les raisons que vous ignorez pas. Comment est-ce que ces quotas restent figés? Comment est-ce que on ne peut pas sortir, on n'évalue pas forcément, on ne mesure pas la sortie ou l'évolution des ménages contenus dans ce registre national. On ne le met pas à jour de manière régulière, donc il y a énormément de défis et de limites qui se présentent à cela. Alors, au-delà de la participation et du ciblage, on est très soucieux par rapport au principe de transparence qui est nécessaire pour permettre de renforcer la confiance entre l'État et ses administrés. Donc sur ce point, on pense encore une fois que l'adhésion du Sénégal à l'ITIE, par exemple, ainsi que le Code de transparence de l'UEMOA, ont contribué fortement à favoriser l'accès à l'information qui jadis était quasiment confidentielle. Alors, on continue de faire ces efforts à travers le plaidoyer pour l'adoption, par exemple, de l'avant-projet de loi sur l'accès à l'information qui nous semble important. Mais ce qu'il y a de plus important encore, c'est de pouvoir rendre accessibles et compréhensibles certaines informations publiques qui s'avèrent souvent trop techniques avec des outils de communication spécifiques. La société civile, par exemple, utilise ce qu'on appelle les guides simplifiés ou les rapports simplifiés qui sont vulgarisés au niveau communautaire. Parfois sont même illustratifs
par exemple les rapports de l'ITIE sur les extractives, qui sont simplifiés, disséminés à un niveau le plus local possible et qui permettent aux communautés de comprendre les enjeux de l'exploitation des ressources hydrocarbures de notre pays. Les capsules vidéo en langue locale, parce que la langue est importante dans la mission que l'on s'est donnée, mais également la mise en commun au sein de forats de redevabilité entre communautés et élus, les élus locaux ou les parlementaires. En réalité, il s'agit de rétablir la confiance, on pense, entre l'État et les populations, et il s'agit également de refonder le contrat social. Et pour cela, on pense que les politiques publiques doivent également s'assurer d'adopter de façon systématique une culture de reddition de comptes. L'évaluation et la publication des rapports de gestion des deniers publics de façon périodique contribuent à une meilleure appropriation et une meilleure acceptation des communautés, des situations économiques et sociales. Donc, dans la dynamique actuelle, et pour finir, donc, ce serait le dernier point, en ce qui concerne l'équité sociale et territoriale, dans la dynamique actuelle de territorialisation des politiques publiques, les collectivités territoriales doivent, par-dessus tout, appliquer ce principe féministe qui veut qu'il n'y a pas de justice économique, sociale et environnementale sans justice de genre. Je pense que la justice de genre est important à souligner ici. Dans cette dynamique, ces collectivités territoriales auxquelles on a transféré des compétences telles que l'éducation, la santé, la protection sociale, les jeunes et le genre, ne disposent ni des moyens techniques, ni des moyens financiers pour pouvoir mettre en place des politiques publiques qui pourront, sur un court, moyen ou long terme, répondre à cette vulnérabilité, à la pauvreté des populations. Donc, la gestion publique doit tenir compte des avantages et des équilibres et potentialités économiques territoriaux pour renforcer le développement économique horizontal. Donc, ce sont ces quelques mots que j'aurais voulu donner comme élément de réponse à votre première question. Pour répondre à la question, nous allons voir dans un premier temps comment le PNBSF contribue au maintien de la consommation des ménages. Relativement à ce point, nous avons vu que le PNBSF est un levier de soutien à la consommation. Parce que sur le terrain, nous constatons en nous entretenant avec les bénéficiaires de bourse que 80% du montant de la bourse sont consacrés à l'achat de denrées alimentaires ou de produits de première nécessité, tels que le riz, l'huile, le sucre et le savon. Donc le PNBSF, ou ce transfert de cash, permet un accroissement de la consommation par une augmentation de la dépense. On peut dire que les effets du PNBSF sont positifs sur l'accroissement de la consommation, et ceci est consolidé par le rapport sur l'évaluation d'impact de la bourse de sécurité familiale, un rapport qui est financé par la Banque mondiale. Et si on se réfère à ce rapport, nous voyons qu'il y a une augmentation, nous constatons, le rapport nous dit qu'il y a une augmentation de 1 270 francs de la dépense mensuelle par personne. Et toujours par rapport au rapport, au résultat du rapport d'évaluation d'impact de la bourse de sécurité familiale, il y a une augmentation de 8% de la dépense par tête des ménages et une forte concentration de l'impact du PNBSF sur la consommation. Il y a également une augmentation de certaines dépenses non alimentaires comme les produits d'hygiène, le savon. Maintenant, pour le deuxième aspect, le PNBSF sur la formation du capital humain et physique. Nous allons voir par rapport à la formation du capital humain. Le renforcement du capital humain basé sur l'accompagnement
est considéré comme un investissement social pour son rôle dans l'éradication de l'extrême pauvreté et l'inclusion sociale. Si nous venons au programme de bourse de sécurité familiale, nous avons qu'il consiste en un transfert de cash, mais conditionné à l'obligation de scolarisation, à l'obligation de consultation prénatale, de déclaration à l'état civil, d'accès aux soins, mais à l'amélioration de l'alimentation également. Nous avons constaté que le PNBSF a amélioré la santé des individus. Nous savons que le PNBSF, les bénéficiaires du PNBSF ont une affiliation gratuite à la CMU, ce qui contribue à diminuer les dépenses de soins de santé. Également, le PNBSF a eu un impact sur l'éducation par l'augmentation du taux de scolarisation des enfants. Toujours, nous revenons sur les résultats du rapport d'évaluation d'impact du PNBSF pour confirmer cela. Le rapport indique une augmentation de la scolarisation des filles de 6 ans à 12 ans de 4 points et une diminution de l'absentéisme des garçons âgés de 13 à 16 ans de 4 points. Également, nous devons aussi informer ou bien rappeler que le PNBSF aussi, dans le PNBSF, il y a la composante des séances de sensibilisation qui jouent un rôle important et déterminant dans l'affirmation de l'estime de soi chez les bénéficiaires qui se sentent utiles à la société, c'est important, à travers une prise de conscience de leur potentiel, en tout cas de leur potentiel de contribuer au développement. Maintenant, nous en venons à la formation du capital physique. La mise en œuvre du PNBSF concernant la formation du capital physique est orientée sur le productif, soutenu par une nouvelle composante qui a été rajoutée en 2016 plutôt, dénommé le projet Yokku Kom Kom. Le projet Yokku Kom Kom consiste à accompagner les ménages qui sont déjà bénéficiaires de cash transfert, de séances de sensibilisation pour le renforcement du capital humain, pour le changement de comportement, les accompagner à travers un acte productif. Le projet Yokku Kom Kom consiste à organiser les bénéficiaires de bourses de sécurité familiale autour d'associations communautaires d'épargne et de crédit, de leur donner des formations en coaching, des formations également en entrepreneuriat, et il y a également une injection de cash qui leur permet de financer leurs activités génératrices de revenus. Donc, le PNBSF a soutenu la création d'activités génératrices de revenus à travers des investissements réalisés sur une partie de la bourse et la subvention du projet Yokku Kom Kom. Je l'ai dit tantôt, le projet Yokku Kom Kom aussi prévoit une injection de cash de 150 000 francs. Nous rencontrons plusieurs success stories en matière d'autonomisation des femmes. Le résultat réel, nous revenons encore sur le rapport d'évaluation d'impact pour étayer nos propos. Ce rapport indique un impact fort sur la création d'activités génératrices de revenus, une forte amélioration de l'inclusion financière, une facilitation de l'obtention de crédits dans des structures formelles et un effet substantiel sur l'obtention d'un compte dans une structure de microfinance. Donc, en définitive, le programme national de bourse de sécurité familiale a eu un impact sur la pauvreté. Les transferts monétaires ont permis à beaucoup de ménages de sortir de l'extrême pauvreté. Ce résultat, fort important, est imputable aux efforts consentis dans le renforcement du capital humain et physique des ménages. Les acquis du PNBSF ont encouragé le gouvernement à procéder à l'extension de ce programme
aux détenteurs de cartes d'égalité des chances, mais également à relever le montant de la bourse qui passe de 25 000 à 35 000 francs. Par trimestre. Par trimestre, effectivement, c'est important de souligner par trimestre. Et afin de sanctuariser ce programme national de bourse de sécurité familiale, le président de la République a pris un décret 2023-847 portant création et fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du programme national de bourse de sécurité familiale. Voilà ce que je voulais apporter comme réponse à la question qui m'a été soumise. Et j'ai constaté aussi qu'il y a eu on a soulevé des problèmes par rapport au ciblage. J'espère que j'aurai l'occasion d'expliquer plus amplement ce que nous sommes en train de faire par rapport au ciblage, par rapport à la digitalisation, etc. Merci beaucoup. Merci. 316 000 ménages bénéficiaires. Et récemment, avec la décision, suite à la décision du président de la République d'intégrer les bénéficiaires de cartes d'égalité des chances, nous sommes à plus de 350 000 ménages bénéficiaires. Et à partir d'hier, ces ménages-là ont commencé à percevoir leurs bourses. Donc, il y a le nombre de bénéficiaires est passé de 316 000 à 350 000, un peu plus de 350 000, 354 000. Et le montant également, par trimestre, est passé de 25 000 à 35 000. Merci, c'est un nombre conséquent. Je vais essayer de répondre. Bon, et pour ça, je vais convoquer sur le plan théorique, donc les analyses théoriques liées à l'économie générationnelle. Donc c'est un nouveau champ théorique, un nouveau corpus théorique qui adresse toutes les questions liées à la consommation, au revenu de travail, le transfert, le patrimoine, et qui permet d'expliquer ce qui se passe au niveau des âges. Donc la question c'est, est-ce que la croissance qu'on a, est-ce qu'elle est inclusive, ou la croissance qu'on aura avec les bénéfices ou les retombées attendues de l'exploitation des hydrocarbures, elle sera mieux partagée. Bon, avant ça, donc, je voudrais d'abord présenter, parce que nous travaillons avec le ministère des Finances du Sénégal, de l'économie des finances, le ministère du Plan, et sur ces questions. Donc, on avait fait des rapports pays, donc pour le Sénégal et pour les autres pays africains. Et avant de venir de répondre de façon, de donner le point de vue, en tout cas de l'économiste que je suis, et de chercheur, c'est que déjà on avait vu en 2011, avec le SPS 2, selon les calculs de la comptabilité générationnelle, que la demande sociale était environ 28,5%, 29% du PIB. Donc, la demande sociale, donc c'est, je vais dire de façon globale, c'est la consommation moins le revenu de travail. Estimé, quand on voit cette demande, elle était énorme. Et elle est poussée par la montée de la démographie, donc des jeunes. Et puis le ratio de soutien économique que nous calculons, donc pour les spécialistes d'économie générationnelle, c'est quoi ce ratio de soutien? Il permet de savoir, si on prend un travailleur, combien de personnes il prend en charge. D'abord, il se prend en charge et il prend en charge d'autres personnes. Donc sur le ratio de soutien économique, il était en 2011 à 37%. Ça veut dire que si on prend... c'est 37 travailleurs qui prennent en charge 100 consommateurs en 2011. Donc ça, c'est les chiffres officiels du Sénégal qui ont été publiés. En 2019, donc je reprends les mêmes calculs, donc la demande sociale en 2019, c'est autour de 2440 milliards, donc soit 18%, estimé à 18% du PIB. Donc en 2011, c'était 29%. On est à 18% aujourd'hui. Là, on va de tout 2019. Et le ratio de soutien, 39 travailleurs qui prennent en charge 100 consommateurs. Vous voyez qu'il y a 2 points de pourcentage. Donc 37 2011, 39 2019. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de
la création de nouveaux emplois, donc au niveau du système. Ça, c'est le premier diagnostic. Et je pense, comme l'ont dit mes collègues qui sont passés, sur le contraste genre, parce que ça nous intéresse beaucoup, ce contraste, parce qu'on a vu que en 2011, toutes les femmes étaient déficitaires sur le cycle de vie. Donc, c'est-à-dire qu'elles consommaient plus que leurs revenus, en moyenne. Elles étaient déficitaires. Et en 2019, on a vu l'émergence il y a une tranche d'âge déjà entre 41 et 50 ans, 55 ans qui ont commencé à gagner plus que dont les revenus du travail étaient plus élevés que leur consommation. Donc on a l'émergence de l'autonomisation. Donc ça pousse un peu. Donc elles ont commencé à être relativement autonomes, parce qu'en 2011, on n'avait pas du tout, on n'avait pas ce schéma. Donc ça, c'est relativement le contraste genre. Et pour finir sur cette question, sur les aspects de l'économie générationnelle, c'est que nous calculons un indicateur qu'on appelle la dépendance, la couverture de la dépendance économique, qu'on a calculé sur longue période, parce qu'on suit l'économie du Sénégal maintenant depuis 20 ans, donc depuis les années 2000. En 2005, la couverture de la dépendance économique, c'était 10%. 10% en 2005. En 2011, c'était 37%. En 2019, 50%. Donc, la couverture de la dépendance économique vous dit, par exemple, les gens qui travaillent, combien de... Est-ce que leur revenu permet de couvrir les besoins de la population? Donc, on a les dépendants qui sont au dénominateur et les gens qui ont surplus économique qui sont au numérateur. Donc, on avait 10% en 2005, 37% en 2019, 50% en 2019. Donc, déjà, ça nous conforte que l'économie est en train de créer de la richesse. L'économie, donc ça c'est corroboré par le rapport de la Banque mondiale, et ça montre que il y a un potentiel qui est en train de se créer. Maintenant, et la Banque l'a montré, et nos résultats le corroborent. Ça c'est la deuxième partie de l'analyse, en tout cas des chiffres que nous avons. On a créé de la richesse, mais il y a un point de redistribution. Et c'est là que vient la vulnérabilité dont la Banque a parlé. Donc nous, on analyse aussi cette vulnérabilité avec une méthodologie proche de ce que la banque a fait pour voir la vulnérabilité. On va dire que la banque a été très clémente par rapport à ces chiffres, parce que la banque a mis 54% de vulnérables. Nous, on a trouvé environ actuellement 49% selon nos chiffres. Donc ça veut dire que on a actuellement sur la richesse qui a été créée, donc entre 2011 et 2019, si on regarde les transitions dans la pauvreté, nous avons une classe vulnérable d'environ 49%. Et je pense que les résultats de la banque, donc ça corrobore ce que la banque a dit sur les 54%. La banque est sur les taux, nous on est sur le transit entre ce qui s'est passé en 2011 et 2019 pour voir est-ce que on est en train d'avancer. Parce que si les politiques marchent, on devrait avoir une classe vulnérable qui devrait être relativement autour de entre 40, 45, 50, parce que c'est une zone tampon. Mais on devrait avoir aussi des gens riches, c'est-à-dire l'économie doit créer de la richesse. Ces résultats, en 2005-2011, la classe vulnérable était autour de 39%. Actuellement, elle est à 49%. Donc, elle a pris un poids. Elle a gonflé. Mais elle a gonflé du fait que les gens qui étaient riches, donc la non-pauvreté pu a baissé presque de la même à peu près. Voilà, la non-pauvreté a baissé de 3%. Donc, en 2005-2011, on était à 38%. En 2011-2019, on était à 35%. Mais la trappe à pauvreté a été réduite. Donc là, je pense que c'est le travail que je crois que Madame Osfam et puis la délégation, la trappe à pauvreté était de 23% en 2005 et 2011.
et actuellement elle est de 16%. Donc elle a été réduite drastiquement. Donc ceci me permet maintenant de répondre à la question de... On a vu que si on regarde sur une longue période, donc sur les 10 dernières années, entre 2011 et 2019, ce que nous voyons, c'est qu'on est en train de réduire la trappe à pauvreté, mais les vulnérabilités sont en train de se commenter. C'est normal pour une économie comme le Sénégal qui vient de loin, en fait, quand on regarde l'histoire. C'est-à-dire, réduire la pauvreté suppose qu'on va avoir des vulnérabilités, mais il faut consolider avec les programmes. Et ça m'amène à répondre en termes les réponses. C'est que nous, on se dit, la première des choses, c'est que la trappe à pauvreté, il faut des filets de sécurité sociale. Et il faut un meilleur ciblage. Je pense que Madame l'a dit, il faut un meilleur ciblage. Parce que ce qu'on observe, nous, ce que nous avons, ce que nous entendons, ce que nous voyons, c'est est-ce que vraiment, peut-être Madame va répondre après, est-ce que vraiment le ciblage est bon, etc. Parce que c'est des biens publics. Il faut que ça aille aux pauvres. Vraiment aux pauvres qui sont vraiment les gens dans la trappe à pauvreté. C'est pour eux qu'on fait les filets de sécurité sociale. Bon, ensuite, nous, on se dit que aussi nous avons une classe vulnérable qui est en train de... il y a des gens qui sont vulnérables. Donc, pour un petit choc, ils vont basculer. Donc, là aussi, il faut vraiment trouver des stratégies. Et je pense que sur ça, la banque a été beaucoup plus... Elle est plus en profondeur pour voir les déterminants, les caractéristiques de comment faire pour vraiment faire des politiques plus ciblées. Il y a des inégalités de genre qu'il faut encore... on est en train de les réduire, mais il faut encore aller un peu plus. Parce qu'on a vu avec des programmes financés par la banque, le projet Suède, etc., où le Sénégal vient de participer, d'autres programmes, que le problème principal, c'est qu'il y a des inégalités sur le marché du travail très, très importantes. Et ça, c'est adressé parce que si les femmes ont des ressources, c'est tout le monde qui gagne. En fait, tout le monde gagne. Donc, nous avons aussi les programmes d'employabilité jeune qu'il faut encore renforcer parce qu'on a vu qu'au niveau des adultes, en fait, autour de 40, entre 35 et 50 ans environ, la trappe à pauvreté était beaucoup plus importante que la moyenne. Ils ont subi beaucoup de chocs après 2011. Et donc, nous avons donc, il y a le maintien donc, des fondamentaux que la banque a présenté bien sûr, sur l'économie, les perspectives, mais sur le plan du social et de la vulnérabilité, ce que nous on plaide, c'est pour qu'il y ait un minimum social universel. Parce qu'on a vu les programmes PMU, CMU, etc. Mais ça, pour nous, de l'œil du chercheur, c'est bien quand le mais ça ne marche pas. Parce que ce qu'on doit donner à un individu pour le sortir, pour qu'il soit à l'équilibre sur le plan économique, quand on voit ce que les programmes donnent, c'est beaucoup plus en deçà. Donc il faut, parce qu'on voit la manne qui va venir de l'exploitation du pétrole, il faut que soit on ait des fonds générationnels de souveraineté pour pouvoir financer le vieillissement, parce que c'est un problème de protection sociale qu'on a. Et si on ne le gère pas, ça va créer à terme une bombe sociale. Donc il faut anticiper pour créer ces fonds avec les ressources qui vont venir pour qu'on ait un fonds de souveraineté générationnelle pour le minimum vieillesse universelle. Parce que quand on est jeune, c'est encore bon, on peut encore travailler et tout, mais quand on vieillit, et avec la mutation accélérée de la société que nous voyons, de toutes les sociétés, de toutes les économies, on a en fait, on est un peu perplexe par rapport à ça. Donc, je vais m'arrêter là. Donc, remercier encore la banque et dire que nous, ce qu'on suggère vraiment, c'est que qu'on puisse avoir avec les fonds à venir, les ressources à venir, donc cette manne qui vient, qu'on puisse vraiment adresser le problème de la vulnérabilité et de la trappe à pauvreté, qui est relativement importante. Parce que les pays émergents sont autour de 5-6%, 7% maximum. Actuellement, on est autour de 15-16% au Sénégal. Et ça, c'est de quoi? La trappe à pauvreté. C'est-à-dire des ménages qui sont happés dans la pauvreté, complètement. Donc, c'est des gens qui n'ont pas de... C'est les exclus de la croissance.
La trappe à pauvreté, on ne souhaite pas ça à quelqu'un parce que c'est le terreau fertile à toutes sortes de maux qui peuvent entraver la société. Voilà. Donc, il y a la vulnérabilité qu'on doit régler, mais il y a des gens qui sont complètement exclus. Ce pas des gens vulnérables, c'est des gens à qui il faut vraiment tendre la perche. Sinon, ils ne peuvent même rien faire. Voilà. Merci.